Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. En France, 23,7% des personnes majeures dépassent les baromètres de consommation d'alcool et ont donc une consommation à risque. Derrière ces personnes, il y a des enfants qui vivent les conséquences de cette vie régie par l'alcool. Cette histoire, c'est celle de Camilla Galapia, qui a grandi avec une mère alcoolique. Pour Camille, être fille d'alcoolo, ça voulait dire vivre une enfance comprenant des responsabilités qui n'auraient pas dû être les siennes. C'est être sur le qui-vive en rentrant à la maison, ne sachant pas si elle allait se retrouver face à une mère alcoolisée ou sobre. C'est avoir peur que ses amis découvrent ce qui se passait réellement à la maison et avoir honte d'une situation qu'elle n'avait pas choisie. Et puis, Camille est devenue adulte, amoureuse, puis mère à son tour. Et dans ce rôle, son objectif principal, c'est d'offrir à ses enfants l'enfance insouciante qu'ils méritent, malgré ses casseroles. Son histoire, elle l'a d'abord gardée pour elle. Et puis un jour, à l'aube de ses 40 ans, elle a décidé de la partager dans une BD intitulée « Fille d'alcoolo » parue aux éditions Larousse. Parce que son histoire, c'est celle de beaucoup d'autres. Des autres qui n'ont pas de référentiel et qui ont besoin d'entendre que quelque part, quelqu'un les comprend. Tu penses être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Camilla. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, merci de m'avoir invitée. C'est à moi d'être ravie d'être là et de pouvoir m'adresser aujourd'hui à vous et à répondre à tes questions. Donc, je m'appelle Camille. Camilla est un pseudo qui était très long à trouver. J'ai 41 ans. Je suis maman de 2 enfants, 2 grands-enfants qui ont 16 et 13 ans. Ok, et comment veux-tu que je t'appelle ? Alors Camille ou Camilla ? L'avantage d'avoir un pseudo aussi proche de mon prénom, c'est que je réponds aux deux. Ok. Pour l'anecdote, Camilla Galapia, c'est comme ça que m'appelait mon grand-père quand j'étais petite. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce pseudo qui est si proche de mon prénom en réalité. Ah, c'est chouette. Je vais commencer par la question traditionnelle de Prenons un café, tu vas pas y couper. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Alors, je crois que je l'ai jamais intellectualisé, mais que pour moi, être mère, c'était une évidence. J'ai jamais imaginé ma vie sans avoir d'enfant. Et au moment où, avec celui qui est mon mari aujourd'hui, les choses ont commencé à se concrétiser et à devenir sérieuses, ça a été pour moi, ça tombait sous le sens qu'on allait avoir des enfants. Mais je l'ai jamais. J'ai eu la chance d'avoir des enfants facilement. Et donc, j'ai jamais eu ce doute qu'un jour, je pourrais ne pas avoir d'enfant. Donc, pour moi, c'était évident. Ok. Et est-ce que tu avais... quelle était l'image pour toi de la maternité ? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi être mère avant de le devenir ? Je pense que l'image de la maternité que j'avais, c'était quelque chose de très entier. En fait, pour moi, c'était vraiment une façon de compléter qui j'étais moi. Et alors, je pense qu'on va aborder le sujet après. Je vais peut-être griller un peu des étapes, mais du fait de l'enfance que j'ai eue, je pense que on doit être aimé par ses parents. Et nos enfants nous aiment. C'est la logique de base un peu de famille fonctionnelle et je pense que d'avoir eu une enfance un peu compliquée, ça faisait que j'avais besoin d'agrandir mon groupe de gens aimants, en gros. Et donc, pour moi, c'était un peu quelque chose comme ça. Une idée qu'il fallait que j'agrandisse mon groupe, mon entourage, ma tribu, voilà. Ok. Tu nous parles justement, c'est parfait, moi, pour la transition, tu nous parles de cette enfance chaotique. Aujourd'hui, on échange dans un certain cadre parce que tu as illustré, tu es autrice, un livre qui s'appelle « Fille d'alcoolo ». Est-ce que tu peux nous en parler et nous parler de la genèse de l'écriture de ce livre ? Oui, alors j'ai écrit Fille d'alcoolo l'année dernière. J'avais 40 ans et ça faisait un moment qu'en fait je repensais beaucoup à qui était ma mère quand moi j'étais enfant et qu'elle avait à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui.
Et je me suis rendu compte que j'avais très peu de souvenirs d'elle parce que le fait qu'elle était alcoolique, donc, faisait que ça avait effacé un peu tout le reste, toute la personnalité, toute la personne qu'elle avait été en dehors de l'alcool. Et ça me contrariait beaucoup parce que je savais que c'était quelqu'un de chouette et je savais qu'en plus ça lui ferait de la peine. J'ai perdu ma mère il y a 20 ans. Je savais que ça lui ferait de la peine que tout ait été effacé. Et je me suis dit qu'en fait, ça faisait 20 ans que j'étais en introspection sur ce sujet, que j'en parlais à personne, que j'en faisais un secret vraiment hyper lourd et très peu de gens de mon entourage le savaient. Et d'un coup, j'ai réalisé que c'était absurde de pas vouloir en parler parce que d'une part, j'étais responsable ou coupable de rien, que j'avais pas à avoir honte de l'enfance que j'avais eue. Et que ma mère non plus, en fait, qu'elle était responsable et coupable de rien, et que d'en faire quelque chose d'hyper secret, ça ne pénalisait que moi. Et donc c'est comme ça, comme mon média c'est le dessin, et c'est comme ça que j'exprime à peu près tout ce que je ressens et ce que je vis et ce qui me fait rire d'habitude. Et ben j'ai décidé de faire ça comme ça aussi. J'ai décidé de parler de ma vie d'enfant d'alcoolique. Et j'ai un compte Instagram sur lequel j'ai la chance d'avoir une petite communauté. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, au lieu d'en parler à personne, je vais passer le cap et je vais en parler à tout le monde. Et donc, c'est sur Instagram que j'ai commencé à poster les premiers dessins de filles d'alcoolo. Ah ouais. Et quels ont été les retours quand tu as commencé à en parler? Alors, j'ai été effarée, en fait. On sait que c'est un sujet qui touche beaucoup de familles. Je crois que c'est un peu comment intégré dans la pensée française, notamment, qu'il y a quand même l'alcoolisme et une maladie qui touche beaucoup de familles. Mais très honnêtement, même moi qui suis très attentive à ce sujet, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Et j'ai reçu, mais dès le premier épisode, des dizaines et des dizaines de messages. Aujourd'hui, je suis à des milliers de messages de gens, que ce soit en commentaire ou en message privé, qui me disent « mais moi aussi j'ai vécu ça, je te remercie de prendre la parole là-dessus parce que j'ai jamais osé en parler. Ça me fait du bien de me sentir moins seule. J'ai toujours cru que j'avais une enfance atypique. » Et vraiment, ça a été une vague, une déferlante de réactions. Et là, je me suis dit, ok, donc j'ai ouvert une porte et il y avait plein de monde derrière et j'ai bien fait, ça va être utile, mon histoire, elle peut servir à quelque chose. Ouais, carrément. Et comment tu t'es sentie justement face à tous ces moi aussi finalement qu'est-ce que ça t'a fait, toi qui justement gardais ça secret? J'ai utilisé l'expression ouvrir une porte parce que c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. C'est-à-dire que j'étais toute seule dans une petite pièce à me recroqueviller pour pas qu'on sache, alors pas dans ma vie quotidienne de tous les jours, mais sur ce sujet-là. Non, enfin, évidemment que je suis pas dans une pièce, je suis pas Harry Potter. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas mon caractère habituel, c'est pas ma personnalité. Mais sur ce sujet-là, j'étais vraiment recroquevillée dans une toute petite pièce où je laissais personne rentrer, pas un ray de lumière, rien. C'était mon secret, c'était lourd, c'était un fardeau. Et j'ai entrouvert cette porte en me disant, ok, je vais mettre un pied dehors, voir ce qui se passe. Et en entrouvant cette porte, je me suis rendu compte qu'il y avait une foule de l'autre côté. Et ça m'a fait un bien fou, moi aussi, de me sentir moins seule, de me rendre compte que finalement, je pouvais le dire et que c'était pas un cataclysme, que le regard des gens sur moi changeait pas, et de me dire, finalement, on était tous tout seuls dans notre petite pièce toute noire. Et puis, si on ouvre tous notre porte, d'un coup, ça devient une très grande pièce où on est hyper nombreux et on est hyper entourés. Ouais, c'est fou cette impression de, quel que soit le sujet, quand on a l'impression d'être seul à vivre ça, alors qu'en fait, non, en fait, on n'est pas seul à vivre ça. Enfin, il y a pas de, enfin, l'alcoolisme, si par exemple c'est une maladie, c'est qu'il y en a d'autres qui en sont atteints. Donc c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont comme toi, qui ont vécu avec un parent alcoolique, un frère, une sœur, enfin peu importe, et qui ont justement ces mêmes problématiques et qui se sont reconnus dans ton récit. Et c'est la force du partage et du témoignage aussi. C'est de dire, je raconte mon histoire, pas seulement pour qu'elle soit entendue et pour me libérer moi, mais pour justement libérer cette parole et avoir toute cette petite vague de moi aussi qui est très... Moi, je l'ai beaucoup avec Prenons un café aussi, tous ces moi aussi. Merci de donner la parole à ces personnes parce que ça m'a touchée. Et toucher une personne, je trouve que quand on a des histoires à partager, c'est énorme et ça donne un sens à ce qu'on fait. Exactement, et surtout quand l'histoire est moche, de me dire finalement cette histoire moche, j'aurais réussi à en faire un truc positif, ça sera devenir quelque chose qui aura aidé d'autres gens. Enfin, pour moi, c'est la meilleure récompense. Réellement, je le dis tout le temps, ça paraît hyper cliché, mais réellement c'est ça. Je me dis, et même pour ma mère, je me dis tu vois, maman, quand on lit la BD, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a pas eu beaucoup de chance et qui ne croyait pas en elle déjà de base. Et donc je me dis toujours,
elle est décédée comme ça, sans savoir ce qu'elle valait, quel gâchis. Et je me dis, bah, aujourd'hui, si elle peut assister à ce qui se passe, bah, elle peut être fière d'elle parce que son histoire, elle aide plein de gens et elle aide des mamans à se libérer parce que je reçois des messages de mamans aussi alors je reçois des messages d'enfants d'alcooliques, mais je reçois aussi des messages de mamans qui me contactent en me disant, j'ose pas en parler, j'en ai jamais parlé, j'ai un problème avec l'alcool, etc. Donc, c'est pareil de permettre à ces femmes de sortir de la honte et de l'isolement c'est déjà un premier pas en fait dans le processus de guérison que de reconnaître qu'on a un problème d'alcool et d'accepter d'en parler. Donc je me dis ben voilà tout ça mis bout à bout, je me dis ce projet ben il a une utilité, il a un sens. Ouais, complètement. Tu le disais, juste avant, c'est vrai qu'en France, on a un rapport à l'alcool qui est assez particulier. C'est quelque chose qui est très glamourisé, l'alcool. C'est quelque chose qui est, mis en avant d'un côté festif et qui, est vu comme quelque chose qui fait du bien. Quel est, toi, ton rapport à l'alcool aujourd'hui? C'est une question qu'on me pose beaucoup, mon rapport à l'alcool aujourd'hui, et je suis toujours très précautionneuse quand j'aborde ce sujet. Je bois de l'alcool et toujours envie de dire, mais j'ai un rapport très sain avec l'alcool. Sauf que je trouve que c'est très dangereux de se dire ça, Mmh. parce qu'il faut toujours être vigilant sur son rapport à l'alcool. Donc je bois de l'alcool, mais jamais dans des situations incongrues, jamais seule, jamais à une heure où on n'est pas censé entre guillemets boire Mmh. d'alcool. Donc c'est toujours dans un contexte festif, etc., amical, et jamais démesurément. C'est-à-dire que je me suis jamais retrouvée, même dans un milieu très festif, une très grosse fête, quelque chose, je me suis jamais retrouvée à ne plus être maîtresse de mes moyens ou quoi que ce soit. OK. Donc mon rapport à l'alcool à moi aujourd'hui, il est comme ça. Par contre, j'ai un mauvais rapport à l'alcool des autres. Mmh. C'est-à-dire que mon traumatisme, moi, je sais, en fait, je fais confiance en mes capacités c'est ce qui me reste aussi de mon enfance. Je suis très dans l'autogestion, je fais très attention à l'image que je renvoie, à toujours tout bien maîtriser. Par contre, je sais pas si les autres vont bien maîtriser leur consommation d'alcool. Donc, je suis très, très chiante. Par exemple, pour mon mari, c'est très pénible parce que à partir du moment, et tous les enfants d'alcooliques le diront, on reconnaît les gens éméchés. On le sait tout de suite. Alors, les gens qui sont alcoolodépendants encore plus, mais même les gens qui commencent à être éméchés à un seuil où ça va dépasser ce qui est sympathique, on le reconnaît. Mon mari, dès qu'il a un peu la lumière dans l'œil ou un truc comme ça dans une soirée, je lui fais des signes. Alors maintenant, j'ai plus besoin, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, donc maintenant il sait. Mais c'est vrai qu'au départ, pour lui, ça a été compliqué parce qu'il a fallu qu'il adapte sa propre consommation d'alcool à mon traumatisme à moi. Ouais. Tu lui en avais parlé, parce que tu disais c'est quelque chose que tu gardais, secret. Est-ce que tu en avais parlé, à ton mari, et à tes enfants maintenant qui sont grands avant d'en parler, au monde entier? Alors, hasard ou pas du tout, et je crois pas du tout, j'ai rencontré mon mari au moment où ma mère est morte, mais réellement, en fait. C'est-à-dire D'accord. que ma mère elle a été malade, mais très peu de temps. Elle a eu un cancer foudroyant qui l'a emporté en 2 mois. Et dans ces 2 mois-là, j'ai rencontré mon mari. Et donc, on est devenus d'abord très amis. Et du coup, ma mère étant malade, et on est devenus extrêmement amis. Et donc, je lui en ai parlé. Je lui ai parlé de la maladie de ma mère et je lui ai parlé de ce qui avait provoqué cette maladie. Et en fait, ça a permis que nos rapports soient tout de suite sur la sincérité. Je me suis jamais sentie obligée de cacher qui j'étais. Et malheureusement, du coup, il aura jamais connu ma mère. En fait, il Mmh. ne la connaîtra que par l'image que je lui en ai donnée, puisqu'elle est décédée et on s'est mis ensuite ensemble. Et, et pour mes enfants, je leur en ai toujours parlé parce que je prône je suis du coup pareil. Une des leçons qui m'est restée, c'est que je suis pas pour le secret en famille. Je trouve que c'est important de dire les choses et que si on dit les choses de façon simple et naturelle à des enfants quand ils sont petits, ils l'intègrent tel quel. Ils mettent pas l'enjeu émotionnel que nous on peut mettre. Donc ils l'ont toujours su. D'autant plus qu'encore une fois, ils n'ont pas connu ma mère. Donc pour eux, c'est complètement dépersonnalisé en fait. Ils pouvaient pas juger une personne qu'ils connaissaient pas. Je savais qu'ils auraient pas une mauvaise image d'elle parce qu'ils la connaissaient pas. C'est un personnage pour eux, ma mère. C'est Mmh. pas quelqu'un malheureusement qu'ils auront côtoyé. Et je pense que par contre l'écriture de la bande dessinée qu'ils ont suivi de très près, ma fille notamment qui est vraiment ma plus grande supportrice, elle a vraiment lu les pages au fur et à mesure. Enfin et c'est là qu'ils ont appris à connaître leur grand-mère et qu'ils en ont eu une autre image. OK. Dans la BD, en fait, tu l'expliques très bien, il y avait, la maman sobre et la maman alcoolique et la maman sobre, c'était la maman que tu voulais, c'était la maman, qui était, présente pour toi.
quand tu as décidé, quand vous avez eu envie d'avoir des enfants avec ton mari, est-ce que la maman que tu as eue, la mère que tu as eue, a eu un impact? Elle t'a fait peur? Enfin, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, en tant que future mère? Ben, ce que j'ai ressenti, c'est un peu triste, mais c'est que c'est ce que j'expliquais en préambule, c'est qu'en fait j'ai très peu de souvenirs de ma mère avant qu'elle soit alcoolique et même après elle s'est soignée. Je spoile pas la BD, mais par contre elle a jamais pu récupérer complètement et psychologiquement. Donc les rôles ont toujours été inversés d'aussi loin que je me souvienne. Alors que je sais, j'ai un souvenir vague qu'elle a été une vraie maman quand j'ai été petite enfant. Mais j'en ai pas le souvenir concret. Et donc, quand moi je suis devenue mère, mais comme pour ma vie de femme en règle générale, même pour la gérer, alors le foyer, mais pas dans le sens parce que je suis une femme, mais dans le sens parce que je suis une adulte, dans ma vie d'adulte, tout ce qui est gestion de foyer, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est, j'ai pas eu de modèle en fait, j'ai dû tout apprendre. Et être mère, ça a été la même chose. J'ai eu l'impression que je me jetais dans le grand bain, mais qu'on m'avait pas appris à nager et qu'il allait falloir que je m'en sorte. On dirait comme ça que c'est quelque chose qui était angoissant, mais ça l'était pas du tout pour moi. Pour moi, c'était, je serais je serais la mère que je serais en fonction de la personnalité que j'ai, et je me faisais relativement confiance là-dessus. Par contre, j'avais l'impression d'y aller à l'aveugle. Ouais, bon. Je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui deviennent parents en ayant les lunettes, si tu veux. Alors, manifestez-vous, hein, si c'est le cas. Allez-y, et donnez-nous vos secrets. Ok, et quand... est-ce que, tu vois, c'est marrant parce que tu parlais de ce déclic qui est arrivé au moment où tu as 40 ans. Parfois, il y a des choses qui ressurgissent aussi avec la maternité. Est-ce que chez toi, il y a des choses qui se sont passées au moment où tu es tombée enceinte ou au moment où tu as accueilli ta fille? Quand j'ai eu mon premier enfant, c'était un garçon. Ah, c'est un garçon. Okay. J'ai pas du tout fait le parallèle avec ma mère. Alors, est-ce que c'est parce que c'était un garçon? Je sais pas, mais j'avais cette espèce d'urgence à être heureuse en fait une fois que l'histoire de ma mère s'est terminée dramatiquement. Mais par contre, du coup, pour moi, ça ouvrait la porte de. Je parle beaucoup de portes. Hein. Ça ouvrait la porte du bonheur, de la liberté, du fait de pouvoir penser qu'à moi. Et donc, j'ai tout enchaîné très vite, y compris le fait d'avoir ce premier enfant. Et donc, quand on a attendu ce bébé, j'ai pas vraiment fait un parallèle avec l'histoire de ma mère. Je sais que j'ai beaucoup cauchemardé, mais je crois que c'est un peu le propre des femmes enceintes. Et du coup, beaucoup cauchemardé de ma mère ivre. Mais j'ai pas vraiment posé des mots là-dessus sur ma maternité par rapport à la maternité de ma mère. Par contre, quand j'ai su que j'attendais ma fille 3 ans plus tard, ça a été différent. Parce que je me suis dit, mince, j'ai su être la mère d'un garçon, mais est-ce que je saurais être la mère d'une fille? Et comme moi-même, j'ai pas eu de mère, est-ce que je vais pas lui faire payer à elle ce que moi, je n'ai pas eu? Et ça m'a fait peur. Et ça m'a fait peur le temps de ma grossesse. Et une fois qu'elle est née, alors je sais, c'est l'amour maternel et puis le tourbillon de la vie a fait que je n'ai plus le temps de me poser la question, en fait. Et que 13 ans plus tard, je crois qu'on peut dire que j'ai su être sa mère, elle aussi, et que ça va, tout va bien. Par contre, j'ai très conscience vis-à-vis de ma fille, de la... c'est particulier ce que je veux dire, mais de la chance qu'elle a. Je me dis, elle a de la chance d'avoir une mère. Elle passe des étapes là parce que elle est adolescente, donc c'est rigolo. L'adolescence chez un garçon c'est une chose, mais chez une fille c'est particulier. Puis je peux faire le parallèle par rapport à moi. Et puis on est dans l'âge de l'œil du cyclone pour moi. Et donc, elle a tout ce que moi j'ai pas. Elle a les sorties avec les copines où je l'accompagne, faire les magasins, faire des choses que moi j'ai pas connues et que j'aurais adoré connaître. Et je me rattrape aujourd'hui en le vivant en tant que mère, en fait, parce que je l'ai pas eu en tant que fille. Et je me dis, elle a de la chance quand même. Hein. Elle se rend pas compte, mais elle a de la chance. Et alors je me dis, en même temps, j'essaye de m'auto-contrôler en disant, mais ne lui fais pas porter ce que toi tu as vécu et ce que tu n'as pas eu. Donc je lui dis pas en réalité, mais je le pense souvent. Je me dis c'est bien qu'elle ait ça. Ça coche un peu mes cases de liste de bonne mère entre guillemets, de me dire ça c'est bien. Elle a pu avoir ça, elle a pu faire ça. Donc elle est pas. Mes 2 enfants sont pas pourris gâtés si je puis dire, ou ils ont pas tout ce qu'ils veulent, ou j'ai pas compensé en leur faisant je suis pas une maman forcément hyper cool ou hyper. Par contre, je veille à ce qu'ils aient ce à quoi ils ont droit à leur âge en fait. Et ça me semble hyper important. Tu es vachement plus vigilante parce que tu sais exactement ce que tu attendais, ce que tu aurais voulu à cet âge-là. C'est ça. Je sais ce qui m'a manqué, en fait. Ouais. Je sais ce qui m'a manqué et du coup, je réponds à ce que je
croit être ses besoins à elle, qui en fait sont mes anciens besoins à moi, est-ce que dans 10 ans, elle va pas me dire, mais moi, j'aurais aimé que... Peut-être, c'est probable. On n'y réchappera pas, mais je crois qu'on en est toutes là. Oui, je pense que c'est quelque chose qui se transmet de C'est génération en ça, génération, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, tu as cette envie de bien faire et je pense que c'est ce qui restera. C'est que dans tous les cas, tu vois pour leur intérêt et ce qui est bon pour eux dans leur développement, en tout cas ce que tu imaginais être le mieux pour eux. c'est ça. Je crois que ce qui est essentiel et ce que j'aurais retenu de ma vie de fille, c'est je suis présente en fait. Je suis là émotionnellement, je suis là physiquement, je suis là au quotidien, je suis là pour assurer leurs besoins. Je suis pas omniprésente. Je leur laisse vraiment. Je veille à leur laisser leur cercle d'intimité, etc. Par contre, ils savent que je suis là en background tout le temps s'ils ont besoin. Et je crois que c'est l'essentiel pour bien grandir et pour grandir sereinement en fait, c'est de pouvoir être complètement égoïste quand on est adolescent. On a besoin quand on est enfant et adolescent, on a besoin d'être complètement concentré sur soi et que tout soit concentré sur nous. Et c'est ce que j'essaye de leur donner. Ils ont rien d'autre à penser que le fait qu'il faut qu'ils grandissent, qu'ils aient les bonnes armes, qu'ils aient les bonnes, qui prennent le temps en fait de faire évoluer leur personnalité, leur caractère, leur changement, parce que c'est une période de fort changement pour eux. Et j'essaye de me dire, ben voilà, au moins je leur apporte un lieu de sécurité pour faire tout ça. Et puis quand ils seront prêts, ils pourront en sortir et ils seront bien armés parce qu'ils auront eu le temps de se construire. En fait, ils ont leur juste place d'enfant. Ce que tu n'as pas quand tu grandis dans une famille dysfonctionnelle, quelle qu'elle soit. Oui, je parle en connaissance de cause, mais pas via l'alcoolisme, mais quand tu grandis, parce qu'en fait, quand tu me dis, hein, si je pense qu'on a des vécus peut-être similaires sur la question, mais grandir dans une famille dite dysfonctionnelle, ça veut dire grandir seul. Et donc s'apporter soi-même nos besoins, répondre à nos besoins, sauf qu'en fait, on n'est pas dans une maturité émotionnelle qui nous permet de vraiment apporter à nos besoins. Et surtout, c'est à ça que servent les parents. Normalement, c'est à ça que servent les parents. Et dans le cas d'un enfant d'alcoolique, ce qui est particulier, j'ai une famille, j'ai du mal avec le mot dysfonctionnel, même si ça l'était par la force des choses, mais c'était quand même, chez moi, c'était pas l'assommoir, c'était une famille aimante. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai eu, malgré tout, des parents qui se sont souciés, qui nous ont aimés, qui nous ont, puis mon père avait aucun problème pour le coup, mais par contre, ce qui m'a manqué, c'est que tout tournait autour de la maladie de ma mère, parce que c'était ça l'urgence vitale de la famille. Et donc, avec ma sœur, de nous-mêmes, on s'effaçait un peu pour que ma mère aille bien, pour pas causer de problème. On n'avait pas le temps, en fait, de se soucier de est-ce qu'on grandissait bien, est-ce qu'émotionnellement, les changements de l'adolescence, voilà. On n'avait pas le temps de tout ça. L'urgence vitale, c'était de sauver ma mère pour tout le monde, en fait. On était tous concentrés sur cet objectif-là. Et y compris ma mère, qui nous aimait et qui aurait voulu être une meilleure mère, sans doute. Mais du coup, il y avait aucune place pour ma propre introspection, mes propres soucis de jeune fille, mes propres questionnements, mes drames, mais il n'y avait pas de place pour ça. Ouais. Mais tu vois, quand je parle de famille dysfonctionnelle, ça n'exclut pas du tout l'amour. Parce que je pense que ce sont vraiment deux choses différentes. Tu vois, moi qui ai grandi dans une famille dysfonctionnelle, j'ai grandi dans une famille très aimante. Mes parents m'aiment, je le sais, et je les aime énormément. Donc ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que parfois, on n'a pas les clés en tant que parents. Et il y a des parents qui arrivent à trouver les clés. Je pense que toi, tu as réussi à trouver les clés pour ta parentalité. Il y a des parents qui les trouvent pas. Et c'est dans ces cas-là que ça crée des dysfonctions, quelles qu'elles soient. Et c'est difficile du coup pour ces enfants-là. Mais ça n'enlève pas l'amour et ça n'enlève pas les moments de joie et ça n'enlève pas tout ce qui est positif. Parce qu'il y a du positif malgré tout dans tout ça. Enfin, j'imagine que tu as de très bons souvenirs de ton enfance aussi. Écoute, j'aimerais te dire oui, mais c'est un peu le problème de l'alcoolisme. C'est ce que je disais en préambule, c'est que ça a un peu tout effacé en fait. Donc j'ai quelques flashs de trucs sympas qu'on a pu vivre, mais finalement, et c'est comme ça d'ailleurs que je commence la BD, c'est finalement j'ai assez peu de souvenirs de mon enfance. En dehors de l'alcoolisme de ma mère ou de la sphère qui était en dehors de ma famille, donc de ma sphère amicale, je me rappelle bien de l'école, je me rappelle bien des copains, je me rappelle bien de tout ça. Par contre, notre cellule familiale en tant que telle, alors qu'on avait une cellule familiale qui était chouette en plus, enfin, c'était plutôt joyeux. On avait du côté de ma mère, on avait une grande famille, on se voyait beaucoup, c'était très festif.
En fait, je m'en souviens relativement peu et je trouve ça triste parce que je sais qu'il y a eu des jolis trucs aussi. Ouais. Tu vois, j'ai travaillé pas mal un petit peu là cette année sur le trauma et paraît-il que le trauma efface beaucoup des souvenirs et enlève beaucoup la mémoire et que souvent, si on ne se souvient pas de plein de choses de son enfance, qu'elles soient positives ou négatives, c'est à cause des traumas en fait. C'est ton cerveau qui te protège justement, qui se met en mode protection pour t'éviter de revivre ce qui a été négatif, mais aussi ce qui est positif avec. Il fait pas tellement le tri et il met tout ensemble. Et par exemple, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des cauchemars pendant ta grossesse. Mais en fait, pendant la grossesse, il y a un truc qui s'appelle la transparence psychique. Et le voile entre le conscient et l'inconscient, il est levé. Et c'est pour ça qu'en fait, les femmes enceintes, elles font des cauchemars parce que tout ce qui est dans l'inconscient et ce qui était mis dans cette boîte pour nous protéger, en fait, ça passe dans le conscient. Et c'est les hormones de la grossesse qui le créent. Donc, le trauma te met des choses dans l'inconscient qui peuvent être réveillées pendant la grossesse. Et c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, parce que c'est vrai que la grossesse peut avoir un effet un peu retardement, puisque y a ces passages un petit peu dans le cerveau qui sont incontrôlables et auxquels on s'attend pas forcément parce que on n'avait aucune idée de ce qui se passait dans l'inconscient. Donc ça peut avoir un effet de déflagration comme ça. Toi, ça n'a pas eu cet impact-là, si je comprends bien? Non, 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 ça a vraiment. Mais tu sais, quand tout à l'heure je parlais de ma consommation d'alcool avec une espèce de rigueur, mais ça, je me le trimballe depuis longtemps et je me souviens très bien qu'en gros, une fois que j'ai eu la possibilité d'être heureuse, j'avais un peu tout focal là-dessus en me disant, ok, maintenant je suis heureuse. Donc là, et en plus je suis tombée amoureuse à peu près au même moment. Enfin voilà, ça a été plein de choses. Du coup, j'ai pris mon envol de vie de femme, je suis allée m'installer. Je me suis installée avec mon chéri tout de suite parce qu'on était très amoureux. Il fallait être très heureux. Donc comme on était très heureux, il fallait avoir un appartement qui était chouette. Et puis on avait tout de suite adopté un chat parce qu'on était très heureux. Et donc on a fait un bébé parce qu'on était très heureux. Et c'était super, j'étais tombée enceinte, alors j'ai eu des difficultés en plus là comme ça je le caricature mais parce que j'avais un peu cette impression là que j'avais plus le droit d'être malheureuse. C'est bon, j'avais eu mon lot de malheur, d'inquiétude pour les autres, c'était mon tour d'être heureuse et coup de bol, je suis tombée sur le mec qu'il me fallait et avec qui ça matchait, avec qui j'étais réellement et je le suis toujours très heureuse. Et donc tout ça était bien aligné et je me suis pas laissé l'opportunité de me dire est-ce que ça aura des répercussions? Non, en fait, je voulais être heureuse et j'avais décidé d'être heureuse. Coup de bol, ça a marché. Ouais. c'était un peu risqué, hein, quand même. Alors que en réalité, mon parcours de grossesse a été très chaotique en réalité parce que j'ai fait une fausse couche pas tardive, mais à 13 semaines. Donc, c'est un moment donné où je m'y attendais plus. J'ai fait une grossesse extra-utérine. Donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais en fait, un peu mordicus, il fallait que je sois heureuse in fine. Donc, je l'ai vécu difficilement, effectivement, à chaque événement. Ça n'a pas été... Par contre, fallait remonter en selle, quoi. C'était le bonheur, c'était maintenant, donc j'avais pas le temps de m'apesantir et c'était un peu la conséquence de l'histoire avec ma mère. Je voulais que ça avance, je voulais avancer dans le bonheur. Ça y est, c'était fini la noirceur, l'angoisse, le malheur, la dépression. J'en voulais plus, quoi. Excuse-moi l'expression, mais tu as tendance à voir le verre à moitié plein. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que ma mère est alcoolique? Non, pardon. Est-ce que c'est une conséquence de ma vie ou est-ce que c'est ma nature? Ça peut être le verre d'eau, hein. Oui, là, en l'occurrence, on va dire que c'est celui-là. Mon père est quelqu'un de très, très optimiste et très joyeux et très enjoué. Et je pense que j'ai pris ce côté-là du bonheur coûte que coûte, quoi. C'est un peu c'est hyper bateau ce que je veux dire, mais de choisir le bonheur. Et j'ai vraiment ce côté où j'essaye en permanence effectivement de voir le bon côté des choses. Après, je reste quelqu'un qui est au fond relativement angoissé. J'ai toujours l'impression d'avoir une épée de Damoclès, qu'un jour il y a un truc qui va me tomber dessus. Donc parce que je pense que quand tu grandis pas sereinement et que tu sais à quel point la vie peut être dramatique, t'as toujours peur que ça te retombe sur le coin du nez, quoi. Ouais, carrément. Et comment tu gères justement ce côté angoissé? Je le gérais mieux il y a quelques années, je trouve. Je crois que je trouve qu'en vieillissant, ça me travaille plus, peut-être parce qu'aussi je pouvais décider d'être heureuse moi. Pour mes enfants, c'est leur libre arbitre, de leur choix, leur ressenti, je peux pas les forcer à être heureux parce que moi j'ai décidé qu'il fallait qu'ils soient heureux parce que ça me rend heureuse qu'ils soient heureux. Donc peut-être aussi le fait je maîtrise plus toutes les sphères de ma vie
Et ben c'est quelque chose qui me rend un peu plus angoissée, un peu plus nerveuse. Alors j'essaye de lutter contre ça parce que justement, enfin c'est insupportable. Je peux pas être responsable du bonheur de tout le monde et c'est très désagréable pour les autres. Donc j'essaye de pas être comme ça tout le temps contre le fric. Mais c'est une lutte pour moi. Je me rends compte que c'est difficile. J'ai une très grosse appréhension parce que mes enfants maintenant donc ont 13 et 16 ans. Mon fils, je commence à me dire que les études supérieures, elles pointent le bout de leur nez. Il est en première, on nous parle baccalauréat, on nous parle Parcoursup, on nous parle... Et je suis en province, et donc s'il veut faire des études, il va devoir partir de la maison. Et enfin, pour moi, c'est un drame, quoi. C'est vraiment... Ouais. Et j'essaye de me dire, non, mais il faut pas que du coup, t'aies compensé le fait de pas avoir de mère en étant la mère absolue. Il faut que si j'ai bien réussi mon rôle de mère, oui, il va partir, oui, il va être épanoui dans une vie en dehors de sa mère. Sinon, c'est que j'ai loupé mon job. Mais ça, c'est mon travail sur moi, quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit. C'est quoi l'expression? Petits enfants, petits soucis et grands enfants, voilà, grands soucis. Mais ouais. Je pense que cette expression, elle tient justement du fait que quand ils sont tout bébés, ben en fait, t'as le plein contrôle de ce qui se passe puisque tu vois absolument tout, t'es là tout le temps. Et plus ils grandissent, et ben plus ils prennent un petit peu d'indépendance. Tu vois, moi, ma fille, elle a 6 ans. J'ai encore beaucoup de contrôle quand même, tu vois, même si je sais pas tout ce qui se passe dans la cour de récré. Il y a quand même pas mal de contrôle, mais tu vois déjà que petit à petit, il y a cette indépendance qui vient. Et c'est vrai, moi je te rejoins beaucoup sur on fait pas des enfants en fait finalement pour les garder à soi. On fait des enfants pour qu'ils deviennent indépendants et qu'ils soient épanouis, et en tout cas leur donner toutes les clés possibles pour que eux puissent s'en servir. C'est pas nous qui devons ouvrir les portes, les fameuses, à leur place, mais c'est eux qui doivent prendre les clés peut-être qu'on leur a fournies, mais pour les ouvrir eux-mêmes. Finalement. Exactement. Ouais, je leur dis souvent que ce qu'on essaye de faire avec leur père, c'est de leur donner les bonnes cartes, mais qu'après ils feront le jeu qu'ils feront avec ces cartes-là. Ouais. Mais c'est vraiment ça que je me dis. Mais réellement, pour moi, je sais que ça va être très compliqué, mais j'imagine que c'est le cas de tous les parents, très compliqué quand ils vont partir. Et je m'auto-engueule, en fait, en me disant, non, il faut, en fait, qu'ils partent. S'ils partent pas sereinement, c'est que t'as loupé ton job, en fait. C'est là où tu devrais être malheureuse. C'est que t'as pas bien fait ton rôle de mère. Donc voilà, là, c'est ça, avoir des grands enfants, c'est de se dire très vite, un jour ils sont dans la cour d'école, ils ont 6 ans, et le lendemain ils veulent faire médecine, merci. Ils veulent faire médecine et quitter la maison, enfin c'est pas possible. C'est ça. Il nous faut un temps d'adaptation, et ces 10 ans n'ont pas été suffisants. Ouais, carrément. Tes enfants sont grands justement, ils sont ados, est-ce qu'ils sortent un peu, est-ce qu'ils font la fête? Alors, j'ai peur que ce soit pas anodin. Ma fille, elle a 13 ans, donc elle est encore jeune. Elle sort pas mal avec ses copines et tout, mais bon, vraiment sous bonne garde. Mon fils a 16 ans et c'est pas du tout un fêtard, ni c'est pas un grand sociable. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, de très rigoureux. C'est ce que je disais juste avant. Il a prévu de faire médecine. C'est un grand bosseur. Il a des règles morales qui me font rire parce que on dirait, des fois je lui dis, mais enfin, t'as un vieux monsieur de 75 ans coincé dans le corps d'un garçon de 16 ans, quoi. Parce qu'il est vachement sérieux, vachement... Et bon, je me dis forcément, j'y suis pour quelque chose. Bon, il a l'air très heureux et épanoui comme ça. Mais du coup, ça retarde le moment, parce que j'imagine que c'est ce qui induisait ta question. Ça retarde le moment. Je suis si prévisible. Non, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, qui va me travailler, je pense, plus pour ma fille, qui est plus festive. Mais pour l'instant, il est hors de question pour lui d'avoir de consommer de l'alcool. Enfin, c'est le diable, la cigarette, c'est le diable, et c'est très bien comme ça. Mais du coup, on n'est pas du tout dans cette optique-là, parce qu'en plus, je sais pas si tu as entendu que le gouvernement a décidé d'avancer l'âge du permis de conduire à 17 ans. Ah, il paraît, oui. Nous, c'est l'année prochaine, du coup. Donc, il devait faire la conduite accompagnée, il a passé son code, et puis là, on se dit, non, du coup, il va avoir 17 ans, donc c'est un peu con. Et je dis ça parce que c'est un truc qui m'a toujours beaucoup travaillé, les histoires d'alcool, de volant, de copains qui ont bu, etc. Et je crois que pour l'instant, en tout cas avec mon fils, on est plutôt à l'abri de ça. Alors, à chaque fois, les gens me disent, oui, enfin, tu ne connais pas ton fils, son jardin secret. Si, en fait, je le connais hyper bien, il est beaucoup à la maison, on est très proches, et pour le coup, je le vois ne pas sortir. Donc, il va voir ses copains, mais qui sont comme lui. Donc, pour le coup, pour l'instant, c'est très, très, trop raisonnable, en fait. Mais c'est quelque chose qui me terrorise, et je sais qu'encore une fois, je vais devoir lâcher prise parce que ce sera avec les cartes que je leur aurai données qui prendront les bonnes décisions.
Mais pour moi, c'est terrible. Et leur gestion, alors, il y a il y a l'alcool des autres et leur propre gestion de l'alcool. Pour moi, un de mes cauchemars absolus, ce serait que mes enfants soient alcooliques. Pour moi, Ouais. ce serait réellement, pour le coup, je dis le culte du bonheur, le verre à moitié plein, machin. Pour moi, ce serait réellement, mais le drame de ma vie, ce serait ça. C'est un conjoint, c'est terrible ce que je veux dire, mais moi, je sais que j'aurais pas pu revivre ça avec un conjoint. C'est pas possible. C'est même mon mari que j'aime infiniment, il le sait que c'est quelque chose. Je me referai pas subir un drame pareil. J'imposerai pas à mes enfants quelque chose comme ça. C'est quelque chose où je sais que c'est exclu. Un enfant, mes enfants, ce sera toujours mes enfants, ce sera toujours mes bébés en fait, même quand ils auront 30 ans. Et si jamais j'étais confrontée à leur maladie et à une détresse telle, alors d'une part, je serais rongée de culpabilité. Et en même temps, je me sentirais complètement démunie. J'aurais vraiment l'impression que, même avec l'expérience de l'alcoolisme que je peux avoir aujourd'hui, je serais démunie. Je ne saurais pas comment les aider. Pour moi, ce serait vraiment, c'est mon pire cauchemar. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très angoissant. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait un peu de prévention autour de l'alcool? Ben, surtout s'ils ont suivi un petit peu l'écriture, enfin la mise en place de ta BD, j'imagine ils ont été sensibilisés au sujet, mais est-ce que vous en parlez? Alors, on en parle, ouais, on en parle un peu et on leur fait part de nos propres réflexions. Par exemple, on est des anciens Parisiens en fait. On est arrivé en Vendée il y a 5 ans. On était hyper contents de pouvoir quitter la région parisienne. On a grandi tous les deux à la campagne, donc on avait vraiment envie de retourner à cette vie-là et d'offrir ça à nos enfants. On dirait que ça n'a aucun lien, mais en fait, ça a un lien. Et, et donc, on a acheté une très belle maison à la campagne, une maison en pierre, enfin vraiment l'image d'Épinal qu'on avait de la maison à la campagne. Et avec ces bons moments, sont venus l'idée de tiens, on prend un verre au moment de l'apéro, on se réunit tous autour de la table en famille, donc tous les quatre, et donc vraiment léger, moi un verre de vin blanc et mon mari une bière. Vraiment pas un truc. Et puis en fait, on s'est rendu compte que du côté sympa, parce que c'était la nouveauté, c'était devenu le côté systématique. Et c'est là où on a dit non, non, en fait, c'est pas possible. Du coup, si c'est systématique, c'est non. Et on l'a exprimé en fait librement, parce qu'on s'est dit ah non, tiens, on arrête l'apéro tous les soirs, c'est n'importe quoi. On va pas prendre de l'alcool tous les jours. Il en est hors de question. Donc c'est comme ça qu'on inculque aussi à nos enfants qu'est-ce que la normalité avec l'alcool, et surtout que même quand on a l'impression qu'on gère bien, qu'il faut toujours être vigilant, parce qu'en fait, il y a toujours des moments où les choses peuvent, justement parce qu'on a l'impression de bien gérer, que les choses peuvent nous échapper. Complètement. Mais de toute façon, le fait de boire de l'alcool tous les jours, c'est la définition, enfin ça fait partie de l'alcoolisme en fait. À partir du moment où on a besoin de boire de l'alcool tous les jours, c'est qu'on est alcoolique. À partir du moment où on a besoin d'alcool, c'est qu'on est alcoolique. Le problème, c'est aussi que les recommandations de santé publique sont un peu contradictoires sur le sujet, parce que on nous dit qu'il faut pas boire plus de 2 verres d'alcool par jour. Alors je sais plus, l'autre fois j'ai vu ça, c'était complètement. Les chiffres sont peut-être pas bons, hein, donc, mais pas tous les jours. Mais qu'en même temps, il n'y a pas de conséquences sur la santé en dessous de 10 verres par semaine. Donc dans les chiffres, ça rentre pas en fait. Il y a quelque chose qui marche pas. Donc je trouve qu'en fait on nous éduque mal à la gestion de l'alcool. L'alcool, ça doit rester quelque chose de, à mon sens, quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui est pas nocif, qui est pas négatif, si ça reste exceptionnel et que ça devient pas un but en soi. Ouais. Mais en même temps, dans les médias, dans les séries télé, dans tout ça, enfin, l'alcool a quand même une place importante et est vu comme quelque chose de glamour. Moi, je pense à l'image de cette femme qui, après sa journée de travail de working girl, va se servir un verre de vin, comme pour se récompenser finalement de cette journée de travail. C'est l'image qui est renvoyée aux personnes, aux ados aussi, parce que dans les séries pour ados, parfois, enfin, il y a des séries pour ados qui sont assez trash sur le sujet de l'alcool, de la consommation de drogue. Et finalement, alors, je ne sais pas si c'est très français, hein, mais vraiment, c'est quelque chose d'assez normalisé, en fait, finalement, l'alcool. Et on pense, qui est éduqué vraiment à sa consommation à l'alcool, à part quelqu'un qui a justement un trauma lié à ça? Mais complètement, et même de la part de nos dirigeants, quand on voit les images au salon de l'agriculture où chaque président depuis des décennies va boire la bière, le vin, le machin, en fait, c'est montrer quelque chose. Alors oui, ça fait partie du patrimoine français, sauf que on peut pas l'utiliser comme si c'était quelque chose d'anodin. On les verrait pas fumer une bonne clope entre eux. Enfin non, c'est. Et pourtant, c'est la même chose.
Et pourtant, c'est la même chose. Quand on voit Emmanuel Macron dans le vestiaire de je sais plus quel match, qui descend une Corona pour faire rire les copains du vestiaire, il la descend cul sec. Enfin, moi, c'est une image qui m'a choquée parce que je me suis dit, c'est pas, je suis pas bégueule, c'est pas le côté de descendre, mais c'est l'image qui renvoie et de la banalisation de cet acte, comme si ça le rendait cool de faire ça. C'est ça qui m'a Ouais. gênée. C'est qu'il l'a fait pour être cool. Et il faut qu'on arrête avec ce truc de l'alcool rend cool. Dans les séries, c'est tout le temps comme ça. Alors, soit on a effectivement, je le dis dans la BD, la Brie Van Der Kamp qui va boire des verres de chardonnay. Mon Dieu, elle est alcoolique, mais elle boit quand même très classe. Soit on va avoir aussi ce côté comme si c'était rigolo. Je pense par exemple à une série qui est pas hyper bien marché, donc je suis pas sûre que ça va parler à grand monde, mais avec la Monica de Friends, Ah, Courtney mais si, Cox, Cougar Town. je connais Et cette elle série. a toujours, elle a un verre comme ça, Oui, grand un comme ça. Et géant. ça même moi, ça m'a fait rire en fait. Et donc elle remplit toujours son verre. Et en fait, c'est l'équivalent d'une bouteille de vin. Et donc elle est tout le temps là en train de boire des coups. Et c'est un gag. Et moi aussi, ça m'a fait sourire. Encore une fois, je suis pas mais je me dis finalement, ça renvoie encore une fois, et c'est dans toutes les séries qu'on a ça, c'est ces images en fait où l'alcool est rigolo, rend cool, ils sont jamais avachis sur le trottoir, la tête entre les jambes, comme c'est comme ça en fait d'être bourré, c'est pas d'être cool et rigolo, c'est en fait on se maîtrise plus, c'est on se met dans des situations qui sont dangereuses, on est incohérent, on est un peu pathétique, c'est ça la vraie image de quelqu'un de saoul. Ouais. C'est et c'est pas ce qu'on nous montre. On nous montre que quand on boit, on est un sacré fêtard et un sacré rigolo et que c'est sympa de te côtoyer. Ben, c'est pas vrai, en Non, fait. puis c'est pas vrai, mais d'autant plus qu'en fait, ce sont des acteurs qui sont pas vraiment saouls Ouais, quand ils bien tournent sûr. les scènes et que s'ils avaient vraiment été saouls, ben, en fait, enfin, la voix est vraiment différente, on sait pas enfin, on a l'impression d'être classe parce que, on se sent un peu puissant, de l'alcool, mais en fait, pas du tout, c'est complètement l'inverse, en fait. Exactement. Et je lisais encore, du coup, je suis évidemment très vigilante sur ces sujets-là, et d'autant plus depuis que j'ai sorti la BD, parce qu'on m'interroge beaucoup et que je me sens un peu une responsabilité. C'est vrai que jusque-là, enfin, c'était moi et moi-même, donc. Et aujourd'hui, donc je suis vite interpellée par des sujets, et en ce moment, il y en a beaucoup autour de l'alcool. Et j'ai lu une interview d'Élodie Frégé, je sais pas, cette semaine, qui disait qu'elle avait un TOC qui était qu'elle devait absolument boire avant de monter sur scène et que donc elle boit 2 verres à chaque concert, elle boit 2 verres. Et elle dit heureusement que j'ai pas plus de succès que ça parce que sinon, ben, je tomberais vite dans l'alcool. Et je me dis mais à partir du moment, c'est pas, en fait c'est pas l'alcoolisme, c'est pas que en termes de fréquence. À partir du moment où on peut pas faire quelque chose sans alcool, c'est un problème, je crois. Et ça m'a fait de la peine pour elle. Je me dis, c'est triste quand même qu'une jolie jeune femme talentueuse, brillante, enfin, elle a l'air d'être quelqu'un de chouette, quoi. Enfin, qui que ce soit, en fait, ça aurait été triste. Mais là, je visualisais, en fait, qui elle était. Et je me suis dit, bah, c'est quand même triste parce que est-ce qu'elle se rend compte que non, c'est un problème déjà, en fait. Ouais, carrément. Et puis ce besoin, d'alcool finalement pour, bah, surpasser, monter sur scène pour C'est le ça? coup, ben, c'est finalement, le moyen de masquer, les angoisses. Enfin, je sais que, l'alcool, la cigarette, la drogue, enfin tous ces substances qui, changent le comportement, en tout cas qui ont un effet sur le cerveau, sont là pour nous donner confiance quand on n'a pas confiance en soi. Mm. Donc c'est des problèmes d'anxiété et c'est des problèmes qui peuvent être, réglés autrement, mais ce sont aussi et surtout des stratégies d'évitement. On n'a pas envie de voir les problèmes en face quand on a ce genre de comportement. Exactement. Et non seulement ils peuvent être réglés autrement, mais surtout ils doivent être réglés autrement parce que ça ne règle rien. L'alcool, c'est jamais, enfin, ça n'a jamais été une solution efficace que de boire de l'alcool, en fait. Ça peut être voilà, un moment convivial et agréable sous certaines mesures. Par contre, ça règle pas de problème. Ça cache des problèmes, ça nous fait oublier le problème, ou l'angoisse, ou notre ressenti sur notre propre image, mais ça ne fait que cacher. À aucun moment ça règle quoi que ce soit. Ouais, carrément. Et puis on normalise aussi beaucoup, tu vois. Moi, j'ai des images même de mon enfance ou même de très actuelles où tu vois, par exemple, un enfant va faire semblant de boire. Moi, c'est déjà arrivé à ma fille, tu vois. Ma fille, elle avait déjà pris une coupe et elle a dit, ben, ah, bah, je bois du champagne. Et en fait, ça m'a gênée à un moment parce que je me suis dit, mince,
est-ce que du coup, elle va avoir hâte d'être plus grande pour boire? Parce que c'est ça aussi. C'est comme, enfin, moi, j'avais ce rapport-là avec la cigarette parce que, ben, moi, mes parents fumaient. Et je peux le mettre au passé, ils ne fument plus. Mais mes parents fumaient et c'était un truc cool parce qu'ils se retrouvaient tous ensemble, ils allaient dans la pièce à côté et ils allaient fumer une cigarette. Et je me disais, waouh, c'est trop cool. Bah, moi aussi, je vais fumer. Et vraiment, j'ai commencé la cigarette à cause de ça. Et pour être autorisée, en fait, à aller dans ce camp des gens Mmh. cool, finalement. Et Et d'ailleurs, ouais. c'est très souvent que les enfants font semblant de fumer. Mmh. Alors moi, je fume plus depuis très longtemps maintenant, donc ma fille m'a très peu connue fumer, et je me souviens d'elle faisant semblant de fumer. Ça me gênait énormément Ouais. parce que je me sentais coupable de ça, donc je lui disais non, arrête, c'est pas Ouais. joli tout ça. Et tu parlais de faire semblant de boire, et c'est là quand tu me l'as dit, je l'avais jamais jusque-là, j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Mais ce truc qu'on a de faire trinquer les enfants aussi, de chin-chin, c'est à Mmh. l'apéro, ça, c'est pas un truc qu'on fait, on peut le faire avec du jus de fruits, etc. Mais généralement, c'est quelque chose dans un milieu où il y a un peu une fête, un truc. Et c'est pareil, en fait, montrer que c'est quelque chose de joyeux, de cool, de Mmh. festif, ben ça envoie peut-être pas le bon message. Ouais. Alors du coup, pour revenir sur le fait qu'on prenait l'apéro tous les soirs et que d'un coup, quand on a réalisé qu'en fait c'était tous les soirs, on a arrêté. En fait, on n'a pas totalement arrêté, sauf que maintenant on se réunit tous, mais autour d'un verre de coca. Bah, Donc c'est ce que on j'allais a dire. gardé le moment, mais on a exclu l'alcool du moment parce que c'était pas ça l'intérêt du truc et on voulait montrer aux enfants aussi, enfin même pour nous d'ailleurs parce que c'est un moment qu'on aimait bien, que en fait l'alcool n'était pas le catalyseur du truc, c'était en fait se retrouver tous autour de la table à ce moment-là, boire un verre ou faire autre chose, mais se poser ensemble à ce moment-là. On n'avait pas besoin de l'alcool pour ça. Ouais, carrément. Mais c'est justement sur ce que j'allais rebondir parce que tu parles de chin-chin, mais c'est vrai que, enfin, tu vois, moi, par exemple, à la maison, mon conjoint boit très, très peu d'alcool. Enfin, et la plupart du temps, quand on fait des apéros, lui, il a un verre de sirop ou un truc comme ça. Et donc, en fait, on chin quand même, on trinque, mais enfin, c'est pas tellement parce qu'il y a de l'alcool qu'on trinque, c'est juste parce qu'on est ensemble. Donc, il Ouais. y a plein d'alternatives aussi, même si on aime le goût de certains cocktails, ils existent aussi sans alcool, en fait. C'est pas tellement l'alcool qui doit être le centre finalement de ce moment de convivialité. Un bon plat, c'est bien aussi, par exemple. Exactement. Sauf qu'on trinque moins avec les assiettes, c'est moins Oui, c'est vrai. facile. Je sais pas, un chocolat chaud, ça va être la saison, non? Non, mais c'est vrai que l'alcool a une place. On est en train, je trouve, doucement de déconstruire ça et de s'interroger. Je vois là, tu as dû entendre parler du scandale des campagnes de pub là qui ont été retoquées par le ministère, Ouais. les campagnes de prévention. Bah, c'est des choses maintenant qui interpellent, qui choquent, on est en train de déconstruire tout ça, ce rapport à l'alcool, cette systémisation de l'alcool. Mais c'est ancré depuis tellement longtemps. C'est tellement quand tu arrives dans un hôtel, l'image ça va être qu'ils vont enfin c'est un hôtel classe dans un cadre un peu particulier, c'est que tu as une bouteille de champagne qui t'attend parce que tu es Ouais. censé boire de l'alcool, tu vois, c'est un truc tu nous mettrais la même image avec une belle bouteille de jus de fruits, mais même pour moi dans mon inconscient ce serait moins classe, ce Ouais. serait moins mais tout ça c'est parce qu'on a été habitué à ça. Quand tu fais un bon dîner, tu offres le bon vin, donc faut pas tout perdre. C'est encore une fois, j'ai pas du tout exclu l'alcool de ma vie, c'est pas la question, mais par contre, toujours s'interroger sur quelle place a l'alcool et est-ce que l'image qu'on renvoie, c'est l'image qu'il devrait avoir, c'est-à-dire quelque chose qui, malgré tout, est dangereux, en fait, qui provoque... Enfin, je crois que c'est la deuxième cause de mortalité non naturelle ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est énorme. L'impact de l'alcool Puis il sur y a le corps et sur la santé plusieurs publique formes. est énorme. Ouais. Parce que ça peut être des maladies, mais ça peut être les accidents de voiture aussi qui sont Oui, causés c'est par ça. l'alcool. Ça comprenait tout ça, Ouais. effectivement. C'était et maladie, et les accidents, et les suicides. Voilà, mais du coup, en fait, ça en devient la deuxième cause. C'est terrible, quoi. C'est vraiment, c'est un problème de santé publique. Et, euh, et je trouve que c'est important, d'une part, d'en parler pour protéger les gens et qu'il y ait une vraie réflexion sociétale sur notre consommation à l'alcool, sur les malades, les alcoolodépendants aussi. Moi, c'était ma terreur que mon livre soit mal reçu par les personnes malades, parce que à aucun moment ce que je souhaitais c'était accabler ces gens qui pour moi sont effectivement malades. Enfin c'est pas pour moi d'ailleurs, c'est un fait, ils sont malades et qu'il faut accompagner, ils ont besoin de soins et c'est essentiel. Il faut qu'eux aussi sortent du tabou de la maladie parce que ça ne fait que renforcer le syndrome dépressif et l'isolement et donc l'alcoolisme. Mon sujet, il n'était pas là. Mon sujet, il était, mais attention, autour de ces gens gravitent d'autres personnes qui sont victimes collatérales. Par contre, il y a un vrai sujet à prendre en main là-dessus.
Carrément, carrément. Oui, parce que tu vois, on parle de ces morts, par exemple, décès liés à l'alcool, mais les dommages collatéraux peuvent aussi entraîner ce genre de choses, en fait, parce que quand on est traumatisé par ben, justement le fait d'avoir grandi autour de quelqu'un d'alcoolique ou quand on a ce genre de choses, ben, en fait, ça impacte aussi le corps, ça impacte aussi la santé mentale, beaucoup. Complètement. Et en fait, tout ça, faut pas les mettre de côté. En tout cas, enfin, ta BD, moi, je l'ai adoré, vraiment dévoré. C'est ce que je te disais en off. Je l'ai trouvée très pertinente et très, enfin très, elle fait sens en fait. On comprend ce que, même sans le vivre, en fait, on comprend le ressenti et pas blâmant, en tout cas pour les personnes Bah, malades. j'espère. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vu comme ça. Mais parce que les personnes alcooliques ou même dépendantes de la drogue, on dit toujours que c'est de leur faute. Elles sont toujours blâmées, ces personnes, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Il y a toujours quelque chose derrière, en fait. J'ai beaucoup réfléchi à ça parce que je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on a cette image-là? On n'a pas l'image de, enfin, on n'ira jamais dire à quelqu'un qui a un cancer et Dieu merci, mon Dieu, c'est de ta faute si tu as un cancer, ou oh, regarde-le, oui, ben, normal avec son cancer. Enfin, ce serait odieux, en fait. Tout le monde trouverait ça révoltant et on aurait tous raison. Et en fait, je pense que la dépendance, on est actif dans la maladie. En fait, les gens ont l'impression qu'il suffirait de ne pas boire pour plus être alcoolique. Sauf qu'évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est bien sûr que les personnes alcooliques, si elles pouvaient se contenter de ne pas boire, elles le feraient toutes. Personne choisirait une fois qu'ils sont sombrés dans l'alcoolisme. Personne ne choisirait de rester alcoolique si ce serait trop simple. Et le fait qu'on soit actif, qu'on fasse une action qui provoque la maladie, je pense que c'est ça qui crée aussi le mauvais regard. Après, peut-être parce que je suis du bon côté de la barrière et que j'ai la chance d'avoir une communauté bienveillante. Et je trouve que l'image est beaucoup plus aujourd'hui, beaucoup plus bienveillant sur les alcoolodépendants que ça ne l'était quand j'étais enfant. J'ai appelé ma BD fille d'alcoolo, c'est volontairement provocateur parce que c'est comme ça que je me sentais. À aucun moment j'ai considéré ma mère comme une alcoolo parce que c'est dégradant et c'était volontaire que je le mette dans le titre. Mais par contre, en tant qu'adolescente, c'est comme ça que je me sentais. J'avais l'impression d'être la fille de l'alcoolo de service. Aujourd'hui, j'espère que c'est moins vrai. Aujourd'hui, j'espère que ces gens-là bénéficient d'un peu plus de bienveillance, d'un peu plus d'écoute et qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais qu'en tout cas, on est sur le début du chemin, quoi. Ouais. Mais l'alcoolisme est une maladie, enfin, est un problème de santé mentale. Et la santé mentale, dans toutes ses formes, est quelque chose qui, alors, évolue, hein, clairement, l'image qu'on a de la santé mentale évolue, mais qui c'est encore toujours difficile à assimiler. Mm. Quand on n'en est pas atteint d'un problème de santé mentale, de dire, mais en fait, pourquoi, enfin, mais si t'es déprimé, ben, va marcher, comme si ça pouvait être la solution et comme si c'était si facile que ça, comme tu le disais, comme si c'était de notre propre volonté parce que c'est dans le C'est ça. cerveau. C'est ça. Et que bon, secoue-toi un peu. Si tu veux aller mieux, maintenant, en fait, bah oui, évidemment, personne n'a envie de déprimer, personne n'a envie, enfin, c'est encore plus accabler une Ouais. personne qui souffre alors d'alcoolisme, de dépendance en règle générale, ou qui a des troubles de la santé mentale, de dépression. C'est encore plus l'accabler comme s'il était responsable de ce qui lui arrivait, que c'était vraiment, vraiment un échec, quoi. Carrément. Et puis, enfin, souvent, il y a plusieurs facteurs. Enfin, tout est lié. Quand on a de l'alcoolisme, c'est que potentiellement, il y a un autre aussi problème de santé mentale derrière. Souvent, il y a un fond dépressif, Ouais. ouais. Donc en fait, les deux sont liés. Et non, c'est pas si facile que ça. Mais par contre, il y a des médecins qui peuvent aider. Il y a des spécialistes en addictologie qui peuvent justement aider ces personnes-là. Exactement. Alors, non seulement c'est pas si facile que ça, mais c'est même extrêmement dur, hein. C'est une maladie. Il faut vraiment voir quand on a une personne alcoolique dans son entourage. Moi, je le dis souvent aux gens qui me contactent pour me dire qu'ils sont en train de se soigner, ou je leur dis, mais enfin, bravo pour votre courage, vous êtes des lions, parce que ça demande une force et un courage et au quotidien, en fait. C'est Sisyphe, c'est tous les jours. Il y a ce truc des alcooliques anonymes qui est un peu connu parce que on le voit beaucoup dans les séries c'est un jour après l'autre. Il faut se dire chaque matin, se lever et mener ce combat-là. Le combat contre la dépendance. Ça demande un courage. Et moi, je suis hyper admirative de ces gens qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à guérir et à reconstruire leur vie. Enfin, c'est extrêmement difficile. Et heureusement qu'il y a effectivement des médecins, des centres pour les accompagner, parce que c'est un combat qui est colossal et c'est un combat seul avec soi-même qu'on doit mener tous les jours de sa vie. Quand on est alcoolique toute sa vie. Et moi, je suis hyper impressionnée par le courage de ces gens qui arrivent à se soigner.
Et je sais pas si moi je serais suffisamment courageuse pour mener ce combat-là. Je pourrais pas le parier. Et donc, quand on a une personne qui souffre d'alcoolisme dans son entourage et qui essaye de se soigner, soyons là, c'est bien le minimum qu'on puisse faire parce que vraiment, c'est pas quelqu'un qui se laisse aller, c'est pas quelqu'un, au contraire, c'est quelqu'un qui est extrêmement courageux et qui arrive à remonter les manches là où tout le monde pourrait pas forcément le faire. Mmh. Carrément, je suis d'accord. Mais c'est d'autant plus effrayant, ce que tu disais tout à l'heure pour, reboucler, que, on a peur que ça arrive, à nos enfants, à quelqu'un de proche parce qu'on sait à quel point c'est difficile, en fait. Parce que tu l'as vu, toi, tu l'as vu, ben, de tes yeux et tu comprends ce que c'est, ce que ça veut dire et en fait, ce podcast va servir à ça aussi, hein, va servir à justement, ben, changer les regards sur cette maladie, changer les regards sur, ben, sur, l'accompagnement des personnes alcooliques et pas juste, rester dans le jugement, mais essayer de comprendre, même si bon, clairement, tu n'es pas alcoolique, je ne le suis pas. On n'est pas dans le cerveau des personnes alcooliques non plus. Donc on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas de pouvoir être un peu plus, bienveillant et indulgent envers C'est ces ça. personnes. On peut peut-être pas les comprendre, par contre, on peut ne pas les juger Mmh. déjà, et puis les accompagner autant que faire se peut quand ils sont volontaires pour ça, quand ils sont demandeurs. En fait, juste être présent et ne pas oublier qu'en fait, derrière l'alcoolique, il y a une personne, et souvent une personne qu'on aime, donc et qu'elle est toujours là, cette personne-là, et qu'elle se bat en fait, qu'elle se bat contre un démon, et que toute seule c'est dur, et que l'alcoolisme c'est terrible parce que ça renvoie, et c'est pour ça que c'est un cauchemar de vivre avec quelqu'un qui est alcoolique, ça renvoie une image hyper dégradante d'une personne qu'on aime. Mmh. Et c'est ça l'ambivalence quand je parle de ma mère et de l'autre dans la BD. En fait, il y avait ma mère que j'aimais, et puis il y avait l'autre, cet être qu'elle devenait quand elle avait bu, et que je trouvais misérable et pathétique. Mais réellement, j'avais une haine viscérale pour cette personne-là. C'était complètement schizophrénique, en fait, comme lien. Et du coup, j'en voulais à l'autre parce qu'elle me cachait ma mère, et je m'en voulais à moi parce que j'avais honte de moi de détester celle qui, malgré tout, était ma mère, en fait. Mais c'était ma mère sous emprise. Et c'est ça qui est difficile quand on est un proche d'alcoolique, c'est de réussir à ne pas oublier qu'il y a quelqu'un derrière. Parce que l'image qui est renvoyée quand il est sous emprise de l'alcool, elle est terrible, terriblement dégradante, et on veut pas voir ça, et on est en colère qu'il nous fasse subir ça, en fait. Ouais. Et mais en même temps, c'est aussi important de se préserver en tant que proche d'alcoolique. Comment, comment on peut se préserver? Ben, j'aimerais pouvoir répondre à cette question. Je sais pas comment on peut se préserver parce que, et d'autant plus quand c'est un parent, on est tellement imprégné au quotidien, ça prend tellement toute la place que c'est très compliqué. Moi, la seule chose que je peux dire de mon expérience aujourd'hui, c'est que, et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec cet ouvrage, c'est mon rêve, ce serait, enfin mon rêve. Ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il soit distribué dans les CDI des collèges et des lycées pour pouvoir atteindre les gamins qui aujourd'hui vivent la même chose que ce que moi j'ai vécu, et qui, comme à l'époque, peuvent en parler à personne, n'ont personne vers qui se tourner, se sentent seuls, ont honte, et qui voient que non seulement ils sont pas seuls, qu'en plus ils ont à avoir honte de rien, ils sont responsables de rien, ils sont coupables de rien, et qu'en plus de ça, on peut s'en sortir, en fait. L'alcoolisme de notre parent, c'est pas notre histoire à nous, c'est une partie de notre histoire. Par contre, on peut décider que notre histoire derrière, elle soit différente. Et donc, la seule chose que je pourrais dire, c'est que ces gamins-là, aujourd'hui, j'aimerais qu'ils soient écoutés, qu'ils soient accompagnés, et que dans le processus de soins d'un malade alcoolique, quand un malade alcoolique fait une démarche pour être soigné, ça veut dire qu'il est prêt à en parler, qu'il est prêt à en parler avec ses proches, qu'il est voilà, qu'il est sorti au moins temporairement de la honte, du tabou, du secret. Et j'aimerais que dans le parcours de soins, il y ait toujours systématiquement un rendez-vous qui soit pris avec les proches, et notamment avec les enfants, avec une équipe de psychologues, qui va pouvoir faire le point avec l'enfant de ce qu'il traverse, ce qu'il a traversé, de son ressenti vis-à-vis de son parent, de ses craintes, de ses peurs, que ces enfants-là soient pris en compte dans la prise en charge de la maladie, parce que c'est des gamins qui se retrouvent avec des bagages hyper chargés, dont personne les délestera. Et soit, comme moi, ils ont la chance de réussir finalement leur vie, à s'en sortir et avoir au fur et à mesure délesté les bagages. Et puis aujourd'hui, ma valise, elle est vide et c'est cool, mais ça m'a pris 20 ans. Alors que si ça se trouve, si je l'avais fait étant gamine, ça aurait été beaucoup plus rapide. Et je me dis, il y a plein de gamins qui vivent aujourd'hui le même drame. Et puis je le sais parce que j'ai eu écho de ça par mon Instagram, et je me dis, merde, encore aujourd'hui, en fait, on est... presque 30 ans plus tard après mon histoire, et ces gamins-là, ils le vivent de la même manière.
Et donc la seule chose que je pourrais faire pour les aider, c'est de partager mon histoire pour leur donner un peu d'espoir et de sens. Mais c'est pas leurs parents qui veulent leur acheter Fidel Colo, quelle personne alcoolique, ou alors faut avoir un sacré recul sur soi-même. Mais par contre, je me dis que dans les établissements scolaires, c'est un lieu où ils sont un peu préservés parce que justement, ils ont plus qu'eux à penser à ce moment-là et que peut-être ça peut les soulager un peu. Ouais, carrément. Et ben, j'espère en tout cas que le message sera entendu. Je pense qu'il y a des profs qui écoutent Prenons un café, et si c'est votre cas, ben en fait allez le commander pour votre établissement, pour votre CDI, ou alors même si dans votre entourage vous connaissez des personnes alcooliques qui ont des enfants, et ben peut-être aussi leur offrir, même pas forcément devant le parent, mais discrètement de leur dire en fait j'ai trouvé ce livre-là, je pense qu'il va te parler, je pense qu'il va t'intéresser, mais en tout cas de le mettre dans les mains des ados. C'est vrai que Prenons un café n'est pas un podcast qui est écouté par les ados, par les enfants, mais en tout cas si vous en avez dans votre entourage, et en fait ça peut aussi ça peut être bien de leur mettre entre les mains. Et vraiment c'est un support extraordinaire. Enfin vraiment, je t'ai félicité en off, mais je tiens à te féliciter en direct. Enfin c'est pas du tout en direct, mais mais en tout cas devant tout le monde, parce que c'est vraiment un travail. Moi j'ai adoré ta BD, je l'ai aimée mais tellement, je l'ai dévorée en une seule fois. Elle est extrêmement bien faite, et en effet je pense que clairement elle est hyper adaptée aux ados. Écoute, merci, parce que vraiment c'était bizarre en fait de coucher mon histoire sur papier. Je l'ai écrit très vite en plus, cette BD. Vraiment, elle est tombée sous ma plume, quoi. Vraiment, je l'ai dessinée, écrit très vite. Je savais en fait, ça faisait en réalité, je dis très vite, mais non, ça faisait 20 ans que je l'ai préparée case par case dans ma tête. En réalité, j'ai eu l'impression que du coup, quand je l'ai couchée sur papier, elle était prête à sortir. Et puis je l'ai envoyée, et puis on m'a dit part en montage, part en tout ça. Et puis donc elle était plus entre mes mains. Puis après je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai raconté? Est-ce que ce que j'ai dit, je suis en train de prendre la parole sur un sujet qui est hyper délicat, qui est très peu abordé. Si ça se trouve, je viens de faire un truc qui est et à chaque fois qu'on me dit ça fonctionne, j'ai compris ton message, ça m'a soulagée. Je me suis posé des questions. Je me dis ouf, le job est accompli, et pour moi c'est important. Je voudrais juste revenir une seconde quand on disait, donc la BD effectivement peut être compliquée à offrir à un enfant qui souffre, donc on peut lui en parler pour qu'il l'emprunte à la bibliothèque, etc. Par contre, il existe une association dont on entend assez peu parler. C'est en fait une branche des alcooliques anonymes qui s'appelle Al-Anon à la Team, ALANON-ALAT2EN, qui est spécialisée dans l'accompagnement des enfants d'alcooliques pour les ados. Et donc, sur Internet, on peut trouver le site, et il y a un numéro, on peut les contacter quand on se sent dépassé, quand c'est compliqué, quand on a besoin d'un adulte à qui parler, d'un adulte de confiance. C'est une association qui est faite exprès pour ça, et je suis hyper contente d'avoir une ressource à proposer aujourd'hui, parce que pour moi, ça aussi, c'était une angoisse, c'était de me dire, mais donc ces gamins, ils vont lire ma BD, ils vont fermer le livre, ils vont se dire, super, elle s'en est sortie, et moi, en attendant, j'ai toujours ma mère dans la cuisine qui est en train de s'envoyer des pastis. Et pour moi, ça, c'était terrible, et je voulais pas les laisser comme ça. Et donc, dans mes recherches, j'ai découvert cette association qui a un peu de mal à se faire connaître, alors qu'elle est d'une utilité vraiment essentielle, et donc qui n'hésite pas, ces enfants, à les contacter. Ouais. Mais en tout cas, on fait en sorte de lever le voile et de lever le tabou, et tu le fais, je pense, très bien grâce à ton travail. Merci beaucoup, Camille, pour tes mots, pour tout, pour cette BD. On va aborder les points techniques de la BD. Donc, elle s'appelle Fille d'alcoolo. J'ai plus, en fait, il est en bas. J'ai plus le nom de l'éditeur en tête. C'est Larousse. Larousse, voilà, c'est ça. Bah oui, en plus. C'est édité chez Larousse. Une petite maison d'édition. Je ne sais pas si tu connais. Écoute, j'en ai vaguement entendu parler. Je crois que je les ai vus passer sur Question pour un champion quand j'étais enfant. Non, mais on plaisante. Mais oui, c'est chez Larousse. Elle est disponible dans toutes les librairies. Absolument, oui. Vous pouvez commander en ligne ou de chez votre libraire de quartier, de préférence, bien sûr. Toujours, mais en tout cas, elle est disponible. Et puis, si on veut te contacter, toi, Camille, si on a envie d'échanger avec toi sur notamment Instagram, ça se passe comment ? N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram. J'en reçois énormément, et je mets un point d'honneur à répondre à tous. Ça peut prendre parfois un peu de temps, parce que selon les actus, je peux avoir des vagues de messages. Par contre, je réponds à absolument tout le monde, et je serai ravie. Et n'hésitez pas, parce qu'il y a plein de gens qui
et ça me fait plaisir d'ailleurs qu'ils viennent vers moi après avoir lu la BD pour me poser des questions, soit pour me donner leur ressenti, c'est la majorité, et puis il y a des gens qui me posent des questions en fait, qui me disent mais j'ai lu ta BD et je me demandais aujourd'hui comment est-ce que et j'en discute toujours avec plaisir. Je trouve que si on peut avoir une utilité dans cette maladie-là, c'est aussi de briser le tabou et d'en parler très naturellement et très spontanément. Et je réponds à absolument toutes les questions sur le sujet. Si vous en avez, vraiment, n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. Eh ben, trop bien. Mais en tout cas, vraiment, foncez l'acheter. Moi, je suis vraiment ravie de pouvoir en faire la promotion aujourd'hui sur Prenons un café parce que c'est un sujet trop important qu'on évoque trop peu. Donc, si ça peut aider quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, je pense qu'on a tout gagné. Et c'est super. Donc, merci mille fois, Camille. Merci mille fois. Et puis, merci à toi. Merci, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Clochoco écrivait « Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kid de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire, Clochoco. Mille merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.